Aristote. Introduction à l'organon. Dans la classification traditionnelle des œuvres d'Aristote, qui est issue de l'édition d'Andronikos de Rhodes, dont il a été question dans l'introduction générale de ce volume, les éditeurs et interprètes ont pris l'habitude de réunir sous le nom d'organon, outils, instruments, mais aussi organes au sens biologique du terme, les traités suivants: catégories sur l'interprétation, premières analytiques, secondes analytiques, topiques et les réfutations sophistiques. L'ensemble de ces traités a aussi été rassemblé sous l'appellation de la logique. Cette logique n'est pas elle-même une science au sens aristotélicien du mot, notamment parce qu'elle ne porte pas sur un genre déterminé d'objets, mais en analysant et codifiant le discours des différentes disciplines, elle se trouve en position instrumentale par rapport à celle-ci, d'où son nom d'organon. Il est difficile de dire exactement quand cette construction de l'organon a eu lieu. Andronikos n'a sans doute fait qu'entériner une organisation des traités qui avaient déjà été proposés, mais il ne faut pas sous-estimer le rôle de celui qui est à l'origine de notre Aristote. On comprend, en revanche, que les aristotéliciens que les aristotéliciens anciens étaient conduits à mettre l'organon en tête du corpus précisément à cause du caractère instrumental qui lui était attribué. Il s'agit là d'un point fort important de l'opposition entre la tradition aristotélicienne et la philosophie qui devint dominante un siècle après la mort d'Aristote, le stoïcisme. Celui-ci, en effet, divise la philosophie logique en logique, physique et éthique, une division dont on retrouve une version à peine différente chez les épicuriens, des antécédents chez Xénocrate, et au moins un écho chez Aristote lui-même, voire topique. Parmi les arguments que l'école péripatéticienne opposait à cette conception de la logique comme partie de la philosophie, Alexandre d'Aphrodise avançait celui-ci. Si la logique était une partie de la philosophie, les arts qui se servent de la logique se serviraient d'une partie de la philosophie et seraient donc supérieurs à la philosophie. Dans leur polémique avec les stoïciens, les aristotéliciens ont thématisé et durci cette conception instrumentale de la logique, mais ils l'ont fait sans trahir leur maître. Aristote, en effet, attribue aux disciplines dont s'occupent les différents traités de l'organon un statut de discipline transversale qui concerne plusieurs domaines, voire tous les domaines de la recherche philosophique. Ce qui, en revanche, constitue sans doute une trahison, ou du moins un éloignement du projet aristotélicien. C'est l'organisation interne de l'organon qui est appuyée après Andronikos et qui s'est imposée pour longtemps. Cette approche agence les choses ainsi. Les catégories étudient les termes les plus simples qui peuvent être utilisés dans la construction de propositions, lesquelles, pour Aristote, ont la forme attributive A appartient à B, c'est-à-dire B et A peuvent être ramenés à cette forme.
L'authenticité des catégories, traité qui ne cite aucun autre texte du corpus aristotélicien dont on n'est pas sûr qu'il soit cité ailleurs par Aristote, a été mis en doute depuis l'Antiquité. Nombre de commentateurs ont au moins rejeté les 6 derniers chapitres qui traitent de ce que la tradition a appelé les post-prédicaments. Mais la doctrine contenue dans les catégories est en quelque sorte omniprésente dans les textes d'Aristote, et Simplicius n'a eu raison d'écrire que, si cet ouvrage n'avait pas été écrit par Aristote, toute la philosophie d'Aristote serait sans principe et sans tête. Ouais. Le traité sur l'interprétation s'occupe des différentes espèces de propositions. Comme Andronicus contestait l'authenticité due sur l'interprétation, ce n'est qu'un peu plus tard, mais pas après le 2e siècle après Jésus-Christ, qu'il fut définitivement intégré à l'ensemble de l'organon. Les 4 autres traités s'occupent exclusivement ou principalement de cette forme spécifique de raisonnement résultant d'une combinaison de propositions qu'est le syllogisme. Un syllogisme est un raisonnement déductif qui établit nécessairement une conclusion à partir de 2 prémices, lesquelles ont en commun un terme appelé moyen terme qui ne figure plus dans la conclusion. L'unanimité est loin d'être faite sur la nature exacte du syllogisme aristotélicien et de ses propriétés. Les premiers analytiques proposent une étude formelle des différentes sortes de syllogismes selon leur forme, ce qu'on appelle les figures, la qualité des propositions qui les composent, suivant qu'elles sont affirmatives ou négatives, particulières ou universelles, qu'elles proposent une attribution nécessaire, contingente ou simple. Il étudie aussi en détail les conditions de conversion des propositions de statuts différents les unes dans les autres, ainsi que les formes de raisonnement parentes du syllogisme. Avec les premiers analytiques, nous avons le premier traité de logique formelle de l'histoire. Les seconds analytiques prennent une toute autre voie, puisqu'il s'agit, sans revenir sur la mécanique syllogistique, de considérer les conditions d'existence et de fonctionnement de cette forme particulière de syllogisme, qui est le syllogisme scientifique ou démonstratif, qui réduit nécessairement de prémices vraies et antérieures à la conclusion, une conclusion qui est donc vraie et dont la cause de l'attribution de son prédicat à son sujet est le moyen terme du syllogisme. Les seconds analytiques offrent donc le tableau le plus complet de ce qu'Aristote appelle une science épistémé. Une science démontre, en se cantonnant à ce qu'Aristote appelle un genre, des propriétés appartenant à une essence qui est saisie par d'autres moyens que démonstratifs. La démonstration scientifique ne passe pas d'un genre à l'autre. La démonstration géométrique, par exemple, ne s'applique pas aux propriétés des nombres, objets de l'arithmétique. La science est donc limitée de deux côtés. D'abord parce qu'elle est cantonnée à un genre, ensuite parce qu'elle s'appuie sur des bases qu'elle n'établit pas, puisque les propositions premières, les objets premiers, sur lesquels une science se fonde, ces principes ne sont pas démontrables. Les 2 derniers traités de l'Organon
les topiques et les réfutations sophistiques, s'intéressons eux aussi au syllogisme, mais à une forme particulière de syllogisme et d'un point de vue particulier. Ces deux ouvrages codifient ce qu'Aristote appelle la dialectique, terme ancien en philosophie, auquel il donne un sens nouveau. L'affrontement dialectique est, chez lui, une procédure hautement codifiée. Une fois que l'un des interlocuteurs, appelé le répondant, a choisi de défendre l'une des branches d'un dilemme appelé problème, par exemple, l'âme est-elle immortelle ou non? L'autre interlocuteur, appelé le questionneur, entreprend de chercher des prémices à partir desquelles il pourra construire un syllogisme démontrant l'inverse de ce que soutient le répondant. Pour renverser la thèse du répondant, le questionneur en montrera les faiblesses logiques ou les conséquences inacceptables. Ainsi, puisqu'une propriété essentielle d'une classe appartient à tous les membres de cette classe, si une âme est immortelle, toutes doivent l'être. Et donc si l'âme humaine l'est, celle des autres animaux l'est aussi. Pour ce faire, le questionneur construira des syllogismes en prenant appui sur des idées admises, comme le dit la première phrase des topiques. Autrement dit, le syllogisme dialectique se distingue du syllogisme scientifique par la qualité de ses prémices, alors que celui-ci s'appuie sur des prémices vraies. Celui-là part des prémices que l'on qualifie ordinairement de probables. Quant aux réfutations sophistiques, elles partagent avec les topiques une perspective dialectique, mais il ne s'agit pas, comme dans ce dernier traité, de construire des argumentations, mais d'invalider des déductions qui se donnent comme dialectiques, alors qu'elles sont faits héristiques. L'héristique est cette caricature de la dialectique qui prétend s'appuyer sur des idées admises, mais faussement, soit parce que le raisonnement n'est concluant qu'en apparence, soit parce que les idées admises sur lesquelles il se fonde ne le sont qu'en apparence. Les réfutations ne sont pas l'objet unique du traité, puisque ceux qui rivalisent ne font que chercher querelle dans les discussions, utilisent 4 autres procédés, le faux et le paradoxe, étiquettes sous lesquelles se rassemblent des lieux visant à amener le répondant à énoncer des thèses fausses ou paradoxales, le solécisme et le verbiage, qui consiste à contraindre le répondant à répéter la même chose. Mais la fausse réfutation reste dominante dans l'arsenal des héristiques. On voit que si la dialectique aristotélicienne fait pâle figure auprès de son homonyme platonicienne de la République, qui était la science suprême de toute chose, elle hérite néanmoins de ce devancière une universalité qui lui donne accès à tous les domaines. Mais ce n'est pas cet aspect qui est mis au premier plan dans la tradition post-andronicienne. Celle-ci, en effet, valorise le syllogisme scientifique et fait de la science le noyau dur de la logique aristotélicienne. De ce fait, le syllogisme dialectique, fondé sur les sables mouvants du probable, fait figure de forme dégénérée de la démonstration. La dialectique devient alors une logique de l'apparence que, jusqu'à Kant et bien au-delà,
la tradition occidentale a appris à mépriser. La structure de l'organon que les interprètes post-androniciens ont imposée pour 2 millénaires est donc la suivante catégorie sur l'interprétation. Les premiers analytiques sont, dans un ordre de complexité croissante, des préliminaires nécessaires à l'exposé de la doctrine de la science que l'on trouve dans les secondes analytiques, les traités dialectiques, les topiques et les réfutations sophistiques viennent après l'étude de la démonstration au sens propre, parce qu'ils n'en offrent qu'une figure affadie et déficiente. Mais une autre simulation théorique est possible, dont certains commentateurs pensent qu'elle a été proposée avant que celle que l'on vient de voir ne s'impose. On peut, une fois n'est pas coutume, l'appuyer sur des considérations chronologiques, à condition de non point n'oublier le caractère aventureux. Tout porte à croire que les topiques sont un ouvrage ancien, peut-être déjà largement composé alors qu'Aristote était encore membre de l'Académie. La codification, historiquement issue d'une pratique socratique, de l'affrontement dialectique que l'on trouve dans les topiques et les réfutations sophistiques, mais aussi dans la rhétorique, serait alors la base de la logique aristotélicienne. La théorie du syllogisme scientifique ou démonstration n'en étant qu'une version à laquelle Aristote aurait ajouté des contraintes supplémentaires. Le fait que, jusque très tard, et au moins jusqu'aux commentateurs néoplatoniciens, certains aient continué d'inclure la rhétorique, voire la poétique, dans l'organon témoignerait aussi en faveur de cette conception ancienne. La logique aristotélicienne serait alors une pratique de l'examen avant d'être une mise en forme de la démonstration. La traduction des topiques, ici imprimée, est celle que Jacques Braunschweig avait publiée aux éditions des Belles Lettres. Il avait accepté qu'elle figure dans ce volume d'œuvres complètes. La notation a été établie par Pierre Pellegrin à partir de l'abondance annotation de Jacques Braunschweig, qui, étant mort le 16 avril 2010, n'a pas pu donner son avis sur les résultats de ce travail.